paysages majestueux ont été façonnés par l'homme. Le territoire d'Écosse et des Cévennes est inscrit depuis 2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'occasion du 10e anniversaire de cette labellisation, allons à la rencontre de celles et ceux qui connaissent bien ce territoire, parce qu'ils y vivent, parce qu'ils y travaillent, parce qu'ils en parlent avec passion. Ce podcast est réalisé par la marque de cosmétiques L'Accent, en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale Cosse-et-Cévennes. Épisode 27, Contes et légendes. En tant qu'animatrice, m'a semblé très naturel de pouvoir raconter les histoires du coin. Et pourquoi pas même en inventer sur la base de ce qu'on pouvait rencontrer en vivant ici. L'Écosse et les Cévennes ont été et sont encore marqués par une forte tradition orale. Au fil du temps, des contes et des légendes ont nourri les conversations, les moments de partage, les veillées au coin du feu. Et aujourd'hui encore, conteurs et conteuses embarquent leur auditoire dans des histoires captivantes. Rencontre avec Marie-Laure Giraud, qui a plusieurs cordes à son arc. Animatrice, enseignante, elle est aussi conteuse et membre de l'association Parole de Source, en Lozère. Marie-Laure Giraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes notamment conteuse sur ce territoire des Cévennes et d'Écosse et des Cévennes particulièrement. Quelle place occupent ces histoires, ces légendes dans votre vie finalement ? Je crois que dans les contes et dans les légendes, il y a toute la vie, il y a toute l'humanité et que tout ça c'est universel. Et donc, quelque part, je pense que le conte, les histoires, les légendes, tout ça, ça vit dans notre quotidien. On les a un petit peu oubliés. Mais si on y retourne de temps en temps, on s'aperçoit qu'il y a tout dans ces histoires et ces contes. Vous êtes arrivé sur ce territoire des Cévennes, vous êtes une Cévenole d'adoption, on peut le dire comme ça ? Oui, complètement. Ouais, j'ai à la fois adopté les Cévennes et je pense qu'elles m'ont adopté aussi à leur tour. En tout cas, je m'y sens bien et je m'y sens à ma place. Ce rapport aux contes ou aux légendes, ça faisait déjà partie de vous, de vos centres d'intérêt avant d'arriver en Cévennes, ou c'est en découvrant ce territoire finalement que vous vous êtes intéressé à ces sujets-là et à ces histoires ? C'était préexistant. Déjà, en tant qu'animatrice de centre de loisirs ou de centre de vacances, je racontais des histoires aux enfants le soir, un peu comme une espèce de reproduction de les histoires c'est bien pour les enfants. Et puis j'avais un livre évidemment avec moi. Puis très rapidement, j'ai trouvé le livre gênant dans la façon de pouvoir exprimer les émotions, dans la liberté de l'oralité, que n'offre pas l'écrit, qui a aussi ses intérêts. Donc j'ai lâché les bouquins pour conter les histoires aux enfants. Et puis je suis arrivée très jeune sur ce territoire. Donc en tant qu'animatrice, m'a semblé très naturel de pouvoir raconter les histoires du coin. Et pourquoi pas même en inventer sur la base de ce qu'on pouvait rencontrer en vivant ici. Très rapidement, quand vous vous êtes installé ici, vous avez fait connaissance avec ces histoires, ces légendes qui étaient déjà préexistantes avant d'en inventer, on va dire ? Oui, tout à fait. Et puis pour ça, il y a des travaux qui ont été menés qui sont très intéressants, notamment le travail avec Jean-Noël Pelaine et Nicole Coulon, les ouvrages qui s'appellent Le temps de la parole. Il y a deux tomes à cet ouvrage-là qui ont collecté les images dans les Cévennes. Il y a aussi tout le travail qui a été fait autour de Marcel Vaupillière, qui était un conteur sur le Mont-Lozère. Et puis plus récemment, et qui a disparu il y a peu, le travail de Roger Lagrave, qui a passé des heures aux archives départementales pour faire le lien entre à la fois du conte, mais l'histoire aussi, l'histoire réelle, donc en allant se documenter. Donc tout ça, c'était des matériaux qu'on avait à notre disposition, et puis qu'on cherche à compléter constamment. Et donc avec Sophie Lemonnier, donc une autre collègue conteuse, il y a un travail alors d'inventaire, c'est un peu fort, mais en tout cas de recueil d'histoires basé sur des spectacles qu'on a créés avec des histoires, des contes et des légendes locales. Et puis la discussion après le spectacle permet de nourrir ça et puis d'avoir moi j'avais pas cette version-là, j'en avais une autre, et puis les gens nous la racontent, et c'est formidable de pouvoir recueillir un peu cette parole. Il y a des histoires comme ça qui font partie presque du patrimoine de ce territoire ?
Ah bah oui, il y en a plein. Alors après, évidemment, il y a les plus connus, hein, la bête du Gévaudan, la légende de Saint-Élimie. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres petites histoires qui sont intéressantes, même des anecdotes, des petites choses qu'on se racontait à la veillée, qui étaient les petits mots pour rire, voilà, qui sont peut-être moins connus, mais qui sont tout aussi intéressants. On détecte une source d'inspiration par rapport à des faits réels, des faits historiques qui se sont réellement produits et parfois on fantasme un petit peu autour de ces histoires-là. Oui, tout à fait. C'est la différence que je fais entre les histoires, les contes et les légendes. Les légendes, ça part toujours d'un fait réel. Après, c'est un peu monté en épingle grâce, on va dire, aux capacités d'orateur de celui qui raconte. Et puis après, il y a les contes qui sont complètement inventés. Finalement, c'est quoi? C'est la nature qui inspire? Ce sont des personnages? Je crois que c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire que la nature est inspirante, ça c'est sûr, surtout dans nos territoires. La nature, elle a une force de caractère voilà, qui transparaît sur notre vie de tous les jours. Des personnages aussi, voilà, des gens. On est dans un territoire où quand même on se connaît facilement parce qu'il y a peu de monde. On perçoit les personnages qui vivent ces lieux, qui traversent ces lieux, qui font des identités fortes au niveau local. Quand on regarde la vie de tous les jours, il y a déjà des choses extraordinaires qui se passent. Après, tout le monde ne le sait pas, ne le connaît pas, voilà, parce que c'est pas le genre de choses qu'on va raconter, je sais pas, dans les journaux. Mais il y a quand même des gens qui ont des vies extraordinaires, voilà, sur notre planète et en particulier aussi en Lozère. Et il y a déjà beaucoup de matière et beaucoup de choses dans lesquelles puiser pour s'inspirer, encore maintenant. Ces histoires, elles sont parfois anciennes. Comment elles se transmettent? C'est de génération en génération, on va dire. Ça se perpétue. C'est parfois des histoires de clochers. L'image classique, c'est la veillée au coin du feu où on faisait tout un tas de travaux. Et ces travaux, on les faisait, mais aussi en se racontant des histoires. Avant que tout le monde sache lire, il y avait des gens dans les villages qui savaient lire et qui achetaient au colporteur libraire un petit livre. Et hop, ils avaient quelques histoires de plus dans leur escarcelle pour conter aux veillées. On se lassait pas d'ailleurs des fois de se raconter la même histoire. Voilà, c'était suivant l'instant et puis l'énergie du conteur du moment. Voilà, ça donnait des choses différentes. Alors évidemment, tout ça, ça ne perdure pas. Les veillées, il y en a très peu. Il y en a de temps en temps, comme ça, pour se faire plaisir. Mais ça reste très très ponctuel par rapport à ce qui se faisait autrefois. Donc on essaye de recréer ces espaces de parole par-ci par-là. Dans les bibliothèques aussi, il y a des documentalistes qui cherchent à mettre en place, des bibliothécaires, des espaces autour de ça. Mais c'est beaucoup moins ritualisé et puis régulier dans le temps qu'autrefois. Et puis il y a les conteurs et les conteuses professionnelles voilà, qui essayent de faire perdurer ces histoires, quoi. Et puis, il y a le travail de création aussi. On écrit aussi. Parfois, on a envie aussi d'aller au-delà de ce qu'on connaît déjà, j'imagine. Et c'est votre cas. Comment vous travaillez? De quoi vous partez? D'une idée? D'une idée d'image. Moi, j'ai beaucoup d'images dans ma tête. Ça, c'est un truc de conteur, pour pouvoir compter, en fait, il faut avoir des images dans sa tête. Donc il y a des fois des images, des situations, des choses comme ça qui nous traversent, des observations aussi, des moments où on a l'occasion de pouvoir faire des résidences, de rencontrer des gens, voilà. Puis c'est dans le quotidien aussi des petites choses qu'on peut noter et tout ça, ça nous nourrit. Et puis un jour il y a un déclic et on se met à écrire, quoi. Donc là, on est avec Emma. Emma, c'est ma fille. Elle m'écoute conter depuis très longtemps. C'est le conte de Madame Adjé. Madame Adjé, c'est une vieille dame qui vit dans un mas cévenol, mais seule. Et en fait, ses enfants, ils sont partis travailler très loin, donc c'est pour ça qu'elle est seule. Et du coup, vu qu'elle est seule, elle va au veillées, mais dans les autres mas cévenol. Et tout le temps, quand elle y va, il y a une bête qui la suit. Madame Adjé, elle dit que c'est un chien. Et à un moment, elle meurt. Et à son enterrement, il y a la bête qui arrive. Elle creuse un petit peu à l'endroit où elle a été enterrée. Et après, elle gémit et elle repart. Et là, on voit que c'est un lot.
Très bien, donc ça, c'est une histoire que vous avez créée vous-même ou... Non, ça c'est une histoire que moi j'ai trouvée dans un des livrets de Roger Lagrave, parce que Roger Lagrave, il a écrit beaucoup de livrets thématiques comme ça sur le territoire. Et voilà, nous c'est là qu'on l'a trouvé. Marie-Laure Giraud, au prochain épisode de ce podcast, on parlera de cette date importante pour le territoire, le 28 juin 2011, cette date de labellisation et de reconnaissance par l'UNESCO. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, à titre personnel, on va dire ? Ça m'évoque des paysages, des métiers, des savoir-faire et puis des histoires, parce qu'il y en a plein autour des bergers, de la transhumance, avec les troupeaux, tout ça. Merci beaucoup, Marie-Laure Giraud. Avec plaisir. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes.